Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette petite rencontre. Donc aujourd'hui, on va parler référencement naturel, SEO, et réseaux sociaux. Parce que finalement, que ce soit dans le cadre de la formation ou hors cadre, quand on commence à travailler sur une stratégie digitale d'entreprise, on est forcément amené à réfléchir aux différents canaux d'acquisition. Et bien sûr, le référencement naturel ressort et les réseaux sociaux aussi. Donc du coup, on se dit, est-ce qu'il va falloir que je gère tout de front, tout en même temps? Comment je vais m'organiser? Est-ce que finalement, je ne pourrais pas simplement réussir à me faire connaître avec l'un de ces deux canaux et finalement sacrifier l'un des deux, ou au moins dans un temps? Donc c'est ce genre de questions-là qu'on va essayer de déblayer un petit peu ensemble aujourd'hui. L'idée, ça va être de vous donner des conseils aussi concrets avec un panel de situations dans lesquelles vous devriez vous reconnaître. Voilà, parce que vous n'êtes pas toutes et tous avancés au même stade de votre stratégie digitale et vous n'êtes pas tous au même endroit dans votre entreprise. Donc, je vais essayer de balayer un certain nombre de cas de figure pour que ça vous parle à tous. Donc, aujourd'hui, on se fixe, on va dire à peu près 1 heure pour comprendre les forces et les limites de chaque canal. Parce que vous allez voir que bien sûr, elles ont, SEO comme réseaux sociaux ont leurs intérêts et aussi leurs inconvénients et que ce ne sont pas les mêmes. Et puis, je vais essayer de vous donner une méthode concrète qui va vous aider à faire vos choix. Donc, on ne pourra pas parler individuellement de chacun de vos cas de figure, mais je vais quand même vous demander d'interagir un petit peu dans le chat, notamment pour que je puisse voir un petit peu où vous en êtes et pouvoir adapter un peu mon discours si c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on va d'abord faire le point sur ce qu'on entend par SEO, par réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont vraiment différents et finalement, qu'est-ce qu'ils ont de commun aussi? On fera un petit comparatif entre les forces et les faiblesses de chacun. Et ensuite, je vous donnerai cette méthode réflexive qui, je l'espère, vous aidera à faire vos choix avec un petit plan d'action, comme j'aime bien le faire, pour vous donner une sorte de to-do list datée à jour après jour pour que vous puissiez vous lancer. Donc pour démarrer, si vous voulez bien me répondre dans le chat, j'aimerais bien savoir où vous en êtes aujourd'hui de la visibilité de votre entreprise. Évidemment, je ne parle pas de votre visibilité personnelle, mais celle de votre marque. Quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place ou pas? Donc, vous pouvez répondre avec le numéro qui vous concerne le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aussi le mettre. Et puis, si vous choisissez le cadre, vous pouvez apporter quelques précisions aussi pour qu'on en sache un petit peu plus. En fait, on va faire un petit tour de ces réponses principales. En fait, souvent, quand on mise tout sur le SEO, on est dans la création continuelle de contenu. On obtient de l'engagement, plus ou moins avec succès, mais derrière, il n'y a pas de clientèle, on n'arrive pas en fait à convertir. Et ça, c'est parce qu'on dépend en fait des algorithmes des réseaux sociaux. Et en fait, plus vous êtes actif sur la plateforme, plus vous allez devenir visible. Mais dès lors que vous faites une pause, vous rechutez dans la visibilité. Donc vous êtes en fait dans une relation de dépendance avec un outil dont vous n'êtes pas propriétaire. Si vous avez misé tout sur le SEO, personne ne l'a dit pour l'instant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites un super bon boulot, probablement. Vous allez avoir de la visibilité sur Google et du coup, vous pouvez avoir des conversions. Mais par contre, vous n'avez aucune idée de votre communauté, de qui vous suit vraiment, de qui s'intéresse vraiment à votre offre. Et du coup, vous vous éloignez progressivement de votre connaissance de votre cible et vous ne pouvez pas tester concrètement votre offre. Donc si vous avez tout misé sur le SEO, que vous vous retrouvez avec pas mal de trafic et pas trop de prise de contact, ça veut probablement dire que vous avez des offres qui tombent un peu à côté. Et du coup, sans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous faire une idée parce que vous n'avez pas de contact réel avec les gens pour savoir ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'apprécient pas, quels sont leurs freins face à vos propositions. Évidemment, vous vous en doutez, le problème de faire les deux sans stratégie, c'est qu'on est dans l'épuisement parce qu'en fait, ça demande l'un comme l'autre beaucoup de travail. Et du coup, vous saupoudrez
vos actions et finalement vous obtenez peu de résultats. Si vous êtes perdu, c'est parce qu'en fait on vous dit toujours plein de choses, il faut faire ci, il faut faire ça, commence par ci, commence par ça, parce que tous les gens qui diffusent des conseils sur les réseaux, ils prêchent pour leur paroisse, et donc vous allez avoir des community managers et des SEO qui vont se tirer la bourre et qui vont vous donner les meilleurs conseils dans leur domaine, mais finalement aucun de ces conseils ne vous aide à vous dire cette solution c'est celle que je dois favoriser à l'instant T pour moi, ma propre entreprise. Alors on y va pour le match. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le SEO ? Donc, Search Engine Optimization. En français, c'est le référencement naturel. En fait, c'est tout un tas d'actions que vous allez mettre en place sur un site internet qui ont pour objectif de faire sortir votre site sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Et même, j'aurais pu ajouter sur les IA aujourd'hui. L'idée, c'est que une page de votre site soit proposée par le moteur de recherche à quelqu'un qui fait une requête, qui tape quelque chose dans la barre de recherche. Et il faut que la page proposée, donc la page de votre site, soit alignée avec l'intention de recherche de la personne qui vient de la faire. Donc je vous ai mis un petit exemple concret. Si je tape prof de yoga à Lyon, j'ai besoin de trouver un prof de yoga à Lyon. Mon intention, c'est d'aller, c'est transactionnel, j'ai envie de trouver un prof pour réserver des cours. Et en plus, j'ai géolocalisé ma recherche parce qu'évidemment, je n'ai pas envie de faire 300 km pour un cours de yoga. Si vous êtes un prof de yoga à Lyon, vous avez tout intérêt à sortir premier sur cette requête. Le SEO, il sert à ça. La personne va tomber sur votre site assez rapidement. Si vous êtes premier, vous allez absorber la majorité des clics. Il va cliquer sur votre site. Si votre site est bien rédigé, que vous êtes bien prof à Lyon, qu'en plus votre univers lui parle, que vos valeurs sont communes avec lui, il va y avoir un intérêt pour lui à prendre contact et donc à vous demander des informations complémentaires ou à réserver directement le cours. Donc, quand on cherche les mots-clés à cibler pour son site, il faut vraiment partir de l'intention de recherche, c'est-à-dire est-ce que j'adresse cette page à des gens qui cherchent un prestataire ? Est-ce que j'adresse cette page à quelqu'un qui cherche une information ? Et ensuite, quelle information ou quel type de prestation ? Et on va construire le contenu de la page à partir de cette information-là. Donc, l'idée du SEO, c'est de se placer au bon endroit dans la recherche de notre prospect pour qu'il vienne à nous. Finalement, lui est déjà dans une intention, dans une motivation, et nous, on vient dire, on est là, si tu as besoin, on est là. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu le chemin inverse. En fait, vous connaissez les réseaux sociaux, il y en a plein, ils ont tous des fonctionnements et des formats un petit peu différents, mais il y a bien sûr des points communs entre tous ces réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est créer du contenu pour être vu, pour créer du lien avec de vraies personnes et développer ce qu'on appelle une audience ou une communauté. Donc l'idée, ça va être là de poster, j'ai mis un reel si on est dans le cas de figure Instagram, de poster un contenu, quel que soit son format, qui va par exemple présenter votre prestation. Si il est bien optimisé par rapport aux règles de l'algorithme de la plateforme que vous avez choisi, il y a un certain nombre de personnes qui va le voir, c'est ce qu'on appelle la couverture. Il y a une quinzaine de personnes qui vont s'engager dessus, donc elles peuvent s'abonner à votre compte, le liker, le commenter, etc. Donc là, vous allez pouvoir mesurer l'engagement et donc l'intérêt des gens pour votre prestation. Et dans cette masse-là, un infime pourcentage va prendre contact avec vous. Et la prise de contact, ce n'est pas encore une vente. Ça va être peut-être un échange plus personnel en message privé, une demande d'information. Il va falloir vendre, c'est-à-dire closer en fait derrière en le redirigeant vers une page de prise de rendez-vous ou la page de vente de votre site. Ou si vous avez un système différent du site, si vous avez accès à une plateforme par exemple, de pouvoir le rediriger là-dessus. Donc le principe ici, c'est d'être découvert et vous êtes en fait actif. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous afficher
auprès des bonnes personnes pour attirer leur attention. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre les deux. Et c'est ce qui explique pourquoi, finalement, les réseaux sociaux demandent un investissement en temps personnel beaucoup plus grand, puisque pour être vu, il faut être présent. Pour être présent, il faut libérer du temps et être actif, pas seulement dans la production de contenu, mais aussi dans l'interaction avec les gens pour aller à la pêche aux nouveaux abonnés, notamment. Donc si on doit comparer un petit peu les deux, vous avez déjà eu dans ce que j'ai dit des éléments de réponse. Mais en gros, il y a un certain nombre de critères. Évidemment, ma liste n'est peut-être pas exhaustive, on pourrait sûrement l'approfondir. Mais c'est des critères en tout cas assez différenciants pour comprendre les deux types de canaux. Donc le SEO, quand vous le mettez en place, on dit en général qu'on a un résultat entre 6 et 12 mois. Alors ça peut être faux, c'est-à-dire que si vous ciblez une localité dans laquelle vous avez peu de concurrents, le lendemain de la mise en ligne de la page, vous pouvez être premier. Donc il y a des effets de bord comme ça qu'il faut quand même prendre en compte. Mais c'est pas mal de partir sur l'idée que pour consolider un SEO, pour le faire grandir, il faut se donner au moins une année avec une production de contenu de manière régulière. Sur les réseaux sociaux, finalement, votre visibilité, théoriquement, elle est immédiate. Je dis théoriquement parce que c'est à condition, derrière, d'avoir mis en place toute une chaîne de connexion avec les gens, d'avoir été déjà se montrer, interagir sous les posts des autres. Mais si vous consolidez votre audience et qu'en même temps, vous commencez à diffuser des contenus, a priori, vous allez être capable d'avoir une visibilité assez rapide. Au niveau de l'effort dans le temps, ce n'est pas le même non plus. Quand on met en place du SEO, il y a un gros travail de départ. Il faut faire son étude de mots-clés. Il faut identifier les pages qu'on va construire en priorité. Il faut les rédiger. Il faut les intégrer sur son site. Il faut créer du maillage interne entre ces différentes pages. Et ensuite, on peut un peu souffler, mais on doit quand même garder en tête que Google, il veut du contenu frais. Et du coup, il faut quand même avoir une logique de publication et de rafraîchissement de vos contenus régulièrement. Donc, par exemple, on va se dire, je vais publier 2 articles de blog par mois. Donc, en gros, 1 toutes les 2 semaines. Ça, c'est une bonne fréquence parce que c'est basé sur la fréquence à laquelle Google va envoyer ses robots de crawl sur votre site. Donc, en gros, il faut imaginer que vous mettez en ligne votre site version site vitrine. Vous avez mis toutes vos pages clés, homepage, page service en ligne. Et vous sortez 1 ou 2 articles de blog. Google, vous l'interpellez en soumettant notamment votre sitemap sur la Google Search Console. Donc vous lui dites « Eh oh, ça y est, il y a un nouveau site, voilà les contenus ». Donc il envoie ses robots, il va crawler, il va indexer ce qu'il a indexé et il va commencer à analyser la sémantique de vos pages pour vous placer dans les résultats sur des requêtes qui semblent pour lui correspondre. Et puis 2 semaines après, il va repasser. Bon, vous n'avez, mettons, rien publié. Il repassera 2 semaines après. Mais si au bout de ce 2e passage, vous n'avez toujours pas mis en ligne, il va espacer sa visite. Il viendra peut-être plus que dans 1 mois. Et si dans 1 mois, vous n'avez rien mis, il va encore espacer. Donc, il y a une régularité à avoir pour qu'à chaque fois que Google envoie ses robots, ils se disent il y a de la nouveauté. La nouveauté, ce n'est pas forcément des nouveaux contenus, mais il faut au moins mettre à jour, modifier un petit peu les contenus existants, en rajoutant des liens internes, par exemple, en modifiant des paragraphes, etc. Changer des photos, la fraîcheur, en fait, elle peut aussi se faire sur des petits éléments de page. Ça, c'est pour le SEO. Donc, il y a quand même un travail à faire régulier, mais on parle de produire 2 contenus ou de mettre à jour 2 fois par mois son site. Sur les réseaux sociaux, c'est constant, c'est-à-dire que vous allez plusieurs fois par mois, en général, c'est même plusieurs fois par semaine, produire du contenu, le diffuser et en parallèle, interagir avec votre audience, répondre aux commentaires qu'on vous laisse et vous-même être dans l'interaction sur des contenus proposés par des gens que vous ciblez ou par vos pairs. Donc ça, c'est un travail de tout instant. Moi, je connais beaucoup de community managers, par exemple, qui disent qu'ils ne décrochent jamais parce que même quand ils partent en vacances, ils doivent continuer d'interagir avec l'audience de leurs clients
Parce qu'une semaine de perdu, c'est énorme, ça peut beaucoup impacter la visibilité et on repart de loin quand on s'y remet. Au niveau donc, de l'intention et donc, du type d'audience, là vous avez compris qu'en fait le SEO, vous avez affaire à une audience qui est déjà qualifiée. Elle vous cherche spécifiquement ou elle cherche l'information que vous donnez, vous, dans vos contenus. Donc finalement, c'est pour ça qu'on parle souvent de trafic qualifié. Si vous avez bien travaillé le choix de vos mots-clés et bien rédigé vos pages, c'est ce type de personnes que vous allez attirer. C'est déjà des personnes qui sont intéressées a priori par ce que vous faites. Alors que sur les réseaux sociaux, eux, ils sont passifs, ils reçoivent et c'est à vous de vous démarquer. Donc du coup, c'est vraiment un effort qui est différent. Sur le lien humain, donc ça c'est pareil, j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Donc dans le SEO, a priori, vous n'avez affaire à aucun de vos visiteurs. Tant qu'ils n'ont pas pris contact avec vous, c'est des données statistiques de suivi de visite, mais ce n'est pas des individus. C'est vraiment différent des réseaux sociaux où, au contraire, là, vous pouvez dire c'est machine, c'est machin, c'est lui qui me suit, voilà son nom, je peux lui écrire personnellement. Donc, clairement, le lien humain n'est pas du tout le même. Sur la durabilité des efforts, ça rejoint en fait ce qu'on a dit tout à l'heure sur aussi les délais de résultats et l'effort dans le temps. Quand on produit un contenu pour le SEO, on dit en général, notamment pour un article de blog, que même si on ne le modifie pas, sans grand changement, on va dire, du paysage concurrentiel, il a une durée de vie d'à peu près 7 années. Donc je produis mon contenu et il me sert à trouver des clients pendant 7 ans. Sur les réseaux sociaux, vous avez compris que ce n'est pas du tout pareil, parce que votre contenu, il va avoir une durée de vie, de quelques heures, peut-être quelques jours si vous faites un petit buzz, et puis c'est fini. Donc c'est pas du tout pareil non plus. Bon, sur les compétences, je les ai distinguées, mais en fait, il y a quand même des ponts à faire. Quand on rédige pour le web, il faut effectivement maîtriser la rédaction web, la technicité, on va dire, de la rédaction web, et un petit peu de technique. Alors pour les élèves qui sont dans Pragma, vous avez vu que la technique du SEO on-page est assez faible. Savoir rédiger un title, une métadescription, insérer un lien, faire des textes alt, baliser son contenu avec les balises HN, c'est quand même assez simple en fait. Mais il y a, on va dire, un peu de technicité. Sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus important, c'est tout ce qui est créativité. Trouver un angle différenciant, trouver un ton qui se démarque, ça va être hyper important. Et puis, c'est la capacité à être justement dans une production régulière, donc avoir du temps. Mais en vrai, il y a quand même des ponts. C'est-à-dire que si vous êtes une marque, le travail que vous allez faire sur votre ton, sur votre ligne édito, va autant vous servir pour le SEO que pour les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un prospect de ne pas savoir vraiment à quelle entreprise il a affaire parce qu'il lit des choses et un ton sur les réseaux sociaux qui est très différent sur son site internet. Si vous avez un site internet hyper corporate, avec un langage un peu froid, vous voyez votre cible, mais que sur les réseaux sociaux, vous le tutoyez, vous mettez peut-être même des emojis, des gros mots, il y a une sorte de friction indépassable qui va créer un manque de confiance de la part de la personne qui vous écoute. Donc il y a quand même des parallèles à faire entre les deux. Du coup, je vous ai mis une petite estimation du coût si vous deviez sous-traiter le SEO ou les réseaux sociaux. En fait, c'est à peu près semblable au sens où vous allez favoriser une prestation mensuelle et on pourrait très bien faire du SEO sur une marque moyenne avec un investissement autour de 300-400 € par mois. Et ça pourrait aussi être une enveloppe similaire pour les réseaux sociaux, pour payer un community manager pour quelques contenus, un petit peu de gestion des commentaires par exemple. La différence principale, elle est plutôt sur la récurrence. Quand vous allez faire du SEO pour une entreprise, que ce soit pour la vôtre ou pour un client, il va en général vous prendre une prestation ponctuelle au départ pour mettre au propre le SEO du site existant ou pour préparer le SEO d'un nouveau site.
Ça peut être onéreux, hein. Ça peut coûter cher, ça peut coûter 1000, 2000 euros, 3000 euros, ça dépend de la dimension du site. Mais ensuite, il va pouvoir vous embaucher pour une récurrence mensuelle moyenne à faible. Par exemple, si vous faites 2 articles de blog et que vous l'intégrez, même sur du blog un peu expert, voilà, vous allez peut-être être sur 300, 400 euros par mois. Sur le SEO, si vous êtes pris comme community manager ou vous en payez un, bah là, ça va toujours être la même enveloppe. Alors, il y aura peut-être au départ un travail de planning édito, de stratégie, se mettre d'accord sur les grands axes, mais en vrai, tous les mois, il va produire, ou vous allez produire, un calendrier éditorial qui tient compte des piliers éditoriaux de la marque, trouver les sujets, produire les contenus, donc les rédiger, préparer les visuels, programmer tout ça ou vous planifier les moments où vous allez les diffuser, puis être dans l'interaction avec les communautés sur des créneaux que vous avez identifiés. Donc il y a une récurrence et une régularité. Et voilà. Mais donc vous voyez que c'est la même enveloppe, mais en fait le travail est quand même différent. On est payé en général plus pour faire 2 articles de blog SEO que pour piloter les contenus d'un compte moyen, on va dire à entreprise de taille égale, hein, avec des objectifs similaires sur les réseaux sociaux. Surtout si vous avez des questions, il y a des choses pas claires, vous utilisez le chat et vous me dites. Hein. Donc, il y a une erreur classique et du coup, certaines personnes qui sont intervenues tout à l'heure vont se reconnaître, je pense. Beaucoup de gens se disent « le SEO, c'est trop technique pour moi ». Je vais faire justement une newsletter dans, je ne sais plus si c'est celle de lundi ou la semaine d'après, où je vais parler de ça. Beaucoup de gens se disent ça, surtout quand on n'en a jamais fait. Je me le suis dit, c'est normal. Donc on se dit c'est trop technique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je vous le redis souvent dans Pragma, les bases du SEO, en fait, elles sont assez fluides à comprendre. Elles sont simples. Il n'y a pas de grande magie. Il n'y a pas besoin d'avoir un profil hyper mathématique. Il faut du bon sens. Il faut de l'empathie, parce que pour trouver les bons mots-clés, il faut se mettre à la place des clients de nos clients quand on est content manager, ou directement de nos clients quand on est artisan, par exemple. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Et tout le volet technique du SEO qui va concerner les performances d'un site, par exemple, qui sont des préoccupations que vous pouvez avoir parce qu'elles ont un impact, un effet en fait sur les positions de vos pages. L'important, c'est de les connaître dans les grandes lignes, savoir que ça existe, avoir quelques moyens d'auditer ces performances-là et de partager sur ce domaine-là un vocabulaire qui peut être compris par le développeur du site. Parce que votre job, surtout en tant que content manager, ça va être de faire remonter aux développeurs des éléments, des préconisations d'amélioration. Donc là, pour les élèves, vous avez accès à un audit que j'ai fait, que j'ai appelé Audit Express, et où on a fait un peu le tour de tout ça. Et vous devez sentir, si vous l'avez suivi, un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire quels sont les critères qui ne me concernent pas en tant que professionnel, au sens où ce n'est pas moi qui vais aller optimiser ces éléments-là du site pour le SEO, mais qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois comprendre pour me faire comprendre d'un développeur. Donc le SEO, non, c'est pas trop technique et je vous invite à ouvrir la newsletter quand vous la recevrez sur ce sujet. Sur les réseaux sociaux, souvent c'est « oh ça va, je vais être en contact direct avec les gens, je vais vite trouver des clients ». Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de poster, de s'y mettre, de créer son compte, de poster pour trouver des clients. Et en fait, non. Ça peut être vrai pour atteindre un certain niveau de notoriété, mais ce n'est pas parce que vous êtes connu sur un réseau que vous avez de la vente derrière. C'est vraiment super important de le comprendre, et des fois vous regardez des gens qui ont 100 likes, 200 likes, 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et en fait si vous pouviez vous placer du côté de son business, vous verriez qu'il n'y a pas de vente équivalente. Il n'a pas 12 000 clients, il n'en a même pas 120. Il y a une énorme perte entre le moment où on est vu et même le moment où on est apprécié
par rapport au moment où on vend. En fait, il faut vraiment savoir que la conversion, ça prend du temps et que ça s'obtient avec stratégie, même sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a ce travers-là de se dire, faut que je sois partout. Mon client, il est partout. Il utilise Insta, il utilise LinkedIn, il utilise Facebook, mais il est aussi sur Google et puis il utilise les intelligences artificielles. Donc, il faut que je sois partout. Et en fait, quand on fait ça, on n'est nulle part. Et j'en suis la preuve vivante. Donc, je peux vraiment vous parler en toute humilité de ma fenêtre, puisque avant, j'avais que Facebook pendant mes premières années et ça cartonnait. J'étais que sur Facebook, je me connectais tous les jours, j'avais des liens avec plein de gens, vraiment ça avait pris, la mayonnaise avait pris. Et puis ça m'a lassée. Et puis j'ai commencé à avoir cette petite idée de oh là là, mais tu perds des opportunités, tu n'es pas sur Instagram. Donc je me suis mise aussi sur Instagram en essayant de ne pas délaisser Facebook. Déjà, ça n'a pas marché. J'ai forcément délaissé Facebook puisque je ne pouvais pas multiplier non plus mon temps sur les réseaux par 2. Donc, j'ai commencé à faire un travail plus moyen sur Facebook et toujours moyen sur Insta. C'était pas mieux, quoi. Et donc, j'ai galéré à avoir des abonnés, je galère toujours, galéré à connecter vraiment avec les gens, pas le temps pour aller vraiment m'intéresser à ce qu'ils faisaient, etc. Donc, bien sûr, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages privés, mais en fait, il n'y a pas du tout d'amplitude sur ce phénomène-là. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, si j'ai si peu d'interactions sur Insta, c'est peut-être parce qu'il faudrait que je sois sur LinkedIn. Donc, j'ai commencé sur LinkedIn. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve dans la situation où je suis maintenant sur les 3 réseaux sociaux et où je m'éparpille et où j'arrive pas à obtenir de résultats. Mais le diagnostic est simple. C'est parce que j'essaye d'être partout et que du coup, je suis nulle part. Donc, prenez exemple sur moi pour faire exactement l'inverse. Surtout si vous débutez. Vraiment, tant pis pour votre cible qui est ailleurs. Vous partez de... Je me permets de couper le micro. Hop. Stéphanie, j'ai coupé ton micro. Je vous dis, choisissez un persona de toute façon pour démarrer, à qui vous voulez vendre une seule offre et allez sur le canal principal sur lequel il se trouve. Et apprenez avec ce canal. Prenez le temps de comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est super important. On va voir, ça c'est vrai pour les réseaux sociaux, le choix des réseaux sociaux, mais vous allez voir que c'est aussi vrai pour est-ce que c'est le SEO ou les réseaux sur lesquels je dois me mettre. Donc, c'est là que je vous disais, j'ai essayé de couvrir un petit peu les différentes situations. Donc, a priori, vous êtes dans une de ces 4 catégories-là. Beaucoup ne sont pas encore lancés. Certains viennent juste de se lancer. D'autres peuvent avoir déjà une activité stable qui date un peu. C'est possible aussi. Et puis, il y en a d'autres qui veulent scaler pour décrocher des clients. Laurent, vous n'avez pas entendu ma conclusion, mince. Ma conclusion, c'était de dire choisissez un persona à qui vous voulez vendre une seule offre et choisissez le canal principal sur lequel il se trouve. Mince, c'est pas cette conclusion-là. Parce que je vous ai dit sur les dédoublements, c'est qu'à force de vouloir me mettre sur Facebook, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn, finalement, je suis nulle part. Je suis nulle part, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'aller vraiment approfondir ma connaissance des gens qui me suivent, d'aller à la découverte des nouveaux comptes, m'intéresser à ce que les gens font. J'ai pas le temps non plus du coup de vraiment analyser les statistiques des posts que je fais et finalement c'est une perte d'énergie. Donc ce que je disais c'est regardez ce que je fais et faites le contraire. Voilà, c'était ça ma conclusion. Est-ce que ça va, c'est plus clair? Ok. Donc voilà, on va regarder un petit peu plus en détail comment on va prioriser les choses en fonction de là où on en est. Est-ce qu'on ne s'est pas encore lancé? Et du coup, sur quoi on va miser?
Est-ce qu'on s'est lancé mais c'est tout jeune? Est-ce qu'on a une activité qui est déjà stable? Ou est-ce que ça tourne bien et là on veut scaler, c'est-à-dire passer à l'échelle supérieure et commencer à automatiser sa prospection? Donc, avant de rentrer un peu dans ce détail-là, je voulais vous dire que si vous avez déjà un site internet, quelle que soit la situation précédente décrite, si vous avez déjà un site, la première chose à faire, ça c'est la priorité, c'est sûr, c'est d'aller vérifier qu'il est bien optimisé. Donc si vous n'avez pas fait d'étude de mots-clés, vous la faites. Si vous n'avez pas fait l'arborescence du site en fonction des intentions de recherche, c'est ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas rédigé vos textes de manière optimisée et pensée pour la conversion, c'est par là que vous devez commencer. Avec une priorisation des pages de vente, les pages transactionnelles, et ensuite vos articles de blog si vous en avez. Donc ça, c'est votre top priorité si vous avez un site web. Vérifiez que ce travail-là, il est fait. Ensuite, si vous ne vous êtes pas encore lancé, priorisez le SEO. Donc pour prioriser le SEO, l'idée, c'est de se dire, je ne me suis pas encore lancé, je n'ai pas la pression de la visibilité, j'ai pas encore de clients qui me cherchent parce qu'a priori je n'existe pas en tant que marque, donc c'est le moment parfait pour préparer votre site internet et c'est pour ça que dans Pragma je vous fais bosser en fait sur cet angle-là en priorité. Mais ça ne vous empêche pas, une fois que tout ça est posé, de commencer avant votre lancement à préparer vos réseaux sociaux. Parce que vous avez bossé sur votre marque, votre niche, vos piliers édito, et donc vous avez la matière nécessaire pour réussir à préparer vos premiers posts, vous donner une direction pour le réseau social que vous aurez choisi. Alors, je vois qu'il y a une question de Sylvie. Comment vérifier l'optimisation de notre site? La partie FAQ du site internet peut-elle aider? Alors, sur ta deuxième question, bien sûr, une foire aux questions, c'est très utile sur le SEO. Ça l'est davantage si tu fais des foires aux questions dédiées à chacun de tes services. Donc, si tu as une page service, ajoute quelques questions, par exemple 5, qui vont enrichir la sémantique de la page sur ce service-là et répondre aux questions que se posent les gens pour ce domaine-là. Donc c'est mieux qu'une grande page de foire aux questions pour l'ensemble du site. C'est très utile pour le SEO sur Google, mais aussi pour le positionnement dans les IA. Sur ta deuxième question, je ne peux pas t'y répondre maintenant. En fait, c'est ce qu'on appelle faire un audit de site. Et donc, c'est tout un processus qui parlait avec plein d'étapes, des outils et des critères qui sont vraiment importants. Donc là, il faut que tu te penches, que tu fasses tes recherches sur ce sujet. Tu dois pouvoir trouver, je pense, des petites formations gratuites pour t'initier à l'audit de site. En tout cas, sache que tu devras analyser les 3 piliers du SEO. Donc il y a le pilier technique, où tu vas aller voir les performances du site, c'est-à-dire sa vitesse d'affichage, est-ce qu'il y a des éléments bloquants pour le crawl des robots, etc. Il va y avoir la partie contenu, où là tu vas aller vérifier que justement chaque contenu répond à une intention de recherche et que le mot-clé ciblé a un volume de recherche intéressant. Tu vas aussi aller dans ce cadre-là vérifier que tu fais les liens entre tes différentes pages de manière habile. Et ensuite, il y a la partie popularité, où tu vas aller auditer en fait l'autorité de ton domaine, c'est-à-dire est-ce que tu reçois des liens intéressants depuis d'autres sites, est-ce que tu es cité par des sites, ça fait beaucoup de sites, est-ce que tu es cité par des sites qui ont plus d'autorité que toi et que du coup, par leur lien vers le tien, ils vont t'en redistribuer. L'audit, c'est aussi un bon moment pour aller regarder un peu ce qui se dit sur chaque page et si c'est pertinent. Je t'en prie. Donc, vous ne vous êtes pas lancé, préparez tout, profitez avant votre lancement, c'est le moment parfait et c'est exactement l'esprit dans lequel moi j'ai créé Pragma et pourquoi je vous forme. Et c'est vraiment le moment parfait. Si vous venez de vous lancer, que vous ayez ou pas un site, priorisez les réseaux sociaux. Mais pas, j'aurais pas dû mettre les réseaux sociaux, j'aurais dû mettre un réseau social. Vous choisissez un réseau social
Et à partir de là, vous allez l'investir quotidiennement. Vous allez essayer de relayer votre message aux bonnes personnes, créer des vraies connexions avec les gens, interagissez sous leurs commentaires. Bref, construisez votre audience, votre communauté, parce que c'est l'endroit où vous allez avoir le plus d'effets rapides pour initier votre visibilité. En plus, ça rejoint un peu ce que je disais au début, ça va être un très très bon endroit pour tester les réactions de vos cibles face à vos offres, pouvoir un petit peu l'interroger ou analyser ses réactions pour voir si votre offre elle est pertinente et pour finalement l'améliorer. Donc à partir de tout ce que vous allez recueillir de votre audience par rapport à vos offres, vous allez pouvoir soit modifier vos contenus sur votre site en modifiant vos offres si vous avez déjà un site, soit vous les notez dans un petit coin pour vous dire le jour où je fais mon site, voilà l'offre qui a l'air de fonctionner le mieux. Si vous vous êtes déjà bien lancé, donc je dois dire qu'ici, on est bien d'accord pour cette étape-là, que si vous avez déjà un site, vous avez vérifié d'abord qu'il était bien optimisé et après, vous priorisez les réseaux sociaux. Et c'est pareil ici. Donc, si vous n'aviez pas encore de site à ce stade, c'est le moment de le faire. C'est le moment parce que vous connaissez bien votre cible, vous connaissez bien votre offre. A priori, vous avez quand même testé ça pendant 6 mois de manière active sur le réseau social où se trouvent vos prospects. Donc là, vous pouvez vraiment mettre en place le SEO parce que ça va être très facilitant pour trouver les bons mots-clés, plus fluide pour écrire et du coup, vous aurez une caisse de résonance par la suite pour tout le travail que vous faites sur les réseaux. Mais là, c'est la phase dure, c'est-à-dire que c'est le moment où certes, vous priorisez le SEO parce que vous ne l'avez encore pas fait, mais c'est dur parce qu'il ne faut pas lâcher les réseaux sociaux. Donc, c'est un endroit, en fait, où je pense, en termes de stratégie commerciale, où vous devez consacrer un temps supplémentaire sur votre temps de travail pour votre propre communication. Donc moi, souvent, je dis aux élèves, quand on travaille à son compte, il faut identifier son temps de travail total et réserver un tiers à la gestion de sa boîte. Et dans la gestion, il y a bien sûr le volet administratif, mais ce n'est pas le plus long. Mais c'est tout ce qui va être communication, prospection pour vous faire connaître. En fait, c'est peut-être la période la plus délicate et où peut-être qu'au lieu d'un tiers, il faudrait faire un peu plus. Peut-être même la moitié de votre temps en fait. Ce qui veut dire que vous allez peut-être perdre un peu en temps pour vos clients. Donc, vous aurez peut-être moins de clients dans cette phase-là, mais c'est un temps qui va être... c'est un investissement parce que vous allez avoir un retour derrière. Vous allez faire plus de ventes parce que vous aurez enfin un site bien optimisé. Et au lieu de vous cantonner à chercher, à vous faire voir sur les réseaux sociaux, vous allez enfin commencer à prospecter sur Google. Donc, voyez ça comme un investissement, mais ne vous dites pas « je veux absolument rester dans un tiers de mon temps sur ma com » et du coup, diviser cette maigre enveloppe entre les réseaux pour maintenir le cap de ce que vous faisiez jusque-là et commencer le SEO de votre site. Si vous en êtes à une phase où vous avez quand même une activité qui tourne, vous avez une clientèle, vous atteignez un chiffre d'affaires qui est plutôt sympa, même si vous ne gagnez pas des milliers et des cents, on n'est pas en train de chercher à devenir millionnaire, mais que voilà, vous êtes assez confortable. Normalement, quand on arrive là, on commence à se dire j'en ai marre de prospecter sur les réseaux, j'en ai marre de passer mon temps là-dessus, ça commence à me bouffer un peu le cerveau. Et souvent, on est dans un moment en fait où notre état d'esprit d'entrepreneur change et où on va se dire j'ai besoin de revenir, vous l'entendez souvent cette expression, au slow, au mode de vie slow. J'ai envie de travailler de manière plus sereine, j'ai envie de consacrer du temps pour ma propre vie. Il y a des prises de conscience du genre, je me suis mise à mon compte pour prendre soin de ma santé. Et puis finalement, là, je me retrouve à travailler énormément. Et du coup, je croyais que j'aurais le temps de prendre mes enfants à 16h30, de faire du sport ou que sais-je. Et en fait, c'est le moment vraiment où il y a une sorte de ras-le-bol. Et à ce stade-là, il y a plein de gens qui abandonnent en fait. Ils abandonnent tout le travail qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas fait de site, tout s'effondre. Donc souvent, je pense que c'est un bon moment pour se dire
je vais retravailler mon SEO. Donc, soit je vais le faire, enfin, il était temps, si on ne l'a pas fait. C'est mon cas, hein. Donc je ne suis pas du tout dans le jugement. Je vous dis, moi, je coche tout, je sais tout ce qu'il faut bien faire, mais je ne le fais pas. Donc c'est le moment, en fait, où on se dit, si je n'ai pas fait de SEO, je m'y mets. Et c'est sinon le moment où je retravaille mon SEO et où, au lieu d'avoir un simple site vitrine avec 4-5 articles qui datent d'il y a 2 ans, je me mets vraiment dans une stratégie éditoriale sur mon blog parce que mon intention, c'est de couvrir plus de mots-clés et d'avoir une durabilité dans ma visibilité. Donc là, c'est vraiment super important. Et pour les gens qui arrivent à ce moment-là et qui ont déjà fait un bon boulot SEO, ça se fait tout seul. Et en fait, ils vont pouvoir, par exemple, se dire, je postais tous les jours sur Insta, je vais passer à 2 fois par semaine. Mais comme j'ai mon SEO qui est consolidé derrière, ça fait le job. Et en plus, on est dans une recherche de clientèle qui est moindre. Donc, par exemple, moi, je fais quelques posts un petit peu pour dire que voilà, je suis content manager, mais en fait, je ne le fais pas trop dans un esprit de prospection puisque je ne cherche pas de clients dans ce domaine-là. Mais il me semble important de le faire quand même parce que je ne suis pas à l'abri qu'un client que j'ai aujourd'hui choisisse un autre prestataire un jour et que voilà, j'ai un manque à gagner. Oui, tu as raison Audrey, c'est exactement pour ça qu'il ne faut pas tout miser sur les réseaux. De toute façon, on s'épuise avant de se caler, hein, si on fait que ça, c'est clair et net. Donc quand on arrive à cette phase, si on mise bien sur le SEO, que ça devient l'endroit où on priorise le plus notre temps de travail on va toujours avoir les réseaux, mais dans une moindre mesure, et on va principalement s'en servir pour amplifier notre visibilité, celle des contenus frais qu'on a fait. Et donc voilà, faut vous dire qu'un article de blog bien construit et riche, c'est un générateur de posts. Avec un article, vous pouvez faire 20-30 posts. C'est le recyclage est énorme en fait. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous serez moins dans la recherche d'idées, ça sera beaucoup plus facile, quoi. Donc du coup, je vous ai posé 3 questions. Vous les aurez dans le replay puisque les slides sont enregistrés, mais vous pouvez vous les noter. Elles vont vous aider à prendre vos décisions pour vous-même en fait. Donc déjà, vous vous dites, quel est mon horizon à moi aujourd'hui? Est-ce que je veux des résultats dans moins de 3 mois? Est-ce que je veux des résultats dans plus de 6 mois? Et en fonction de cet objectif temporel, vous allez savoir s'il faut prioriser les réseaux sociaux ou le SEO. Ensuite, il faut analyser vos ressources. Est-ce que vous considérez que vous avez plus de temps pour créer du contenu fréquemment, que par exemple vous avez une journée par semaine que vous pouvez dédier à vos réseaux sociaux? Ou est-ce que vous pensez que le temps que vous avez est plutôt à consacrer sur les réseaux sociaux, sur le SEO, sur la production d'articles? Alors, d'une certaine manière, ça pourrait demander le même temps, mais on a compris que pour faire 2 articles de blog, je vais prendre une journée dans le mois. J'ai besoin d'une journée pour faire 2 posts maximum. Et pour les réseaux sociaux d'une semaine, j'ai besoin d'une journée aussi, en gros. Donc, est-ce que pour les réseaux sociaux, j'ai une journée par semaine où je peux faire que ça? Ou est-ce que non, j'ai une journée par mois? Dans ce cas, c'est le SEO. Ce que je n'ai pas mis, il faudrait que je le rajoute. Ça serait une sorte de 2 bis. Ça serait moi aussi, mon énergie, mon envie, mon appétence. Est-ce que je me sens plus disponible émotionnellement et intellectuellement pour les réseaux sociaux? Est-ce que ça me fait vibrer, j'ai plein d'idées, ça fourmille et donc je vais être plus efficace? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plus du genre à me poser sur un seul sujet mais vraiment l'approfondir? En fonction de ça, c'est peut-être aussi un critère de choix. Mais vous ferez quand même des trucs que vous n'aimez pas trop, hein. Je vous le dis, on ne peut pas tout aimer, donc il y a un moment où forcément, si on doit travailler les 2 canaux, on fera aussi des choses qui nous déplaisent un peu. C'est les gens qui vous disent le contraire, c'est des bonimenteurs. Et après, c'est votre objectif. Donc votre objectif, c'est est-ce que vous avez besoin et envie de créer une communauté d'acheteurs et un lien fort avec eux?
Alors ça, c'est sûr que ça va être les réseaux sociaux. Sur de la vente de produits, par exemple, c'est souvent hyper important. La vente de produits via Instagram, par exemple, ça fonctionne beaucoup mieux que la vente de services. Donc, on a une communauté d'acheteurs, on peut servir du réseau pour faire du SAV. C'est là qu'on recueille des avis, on poste un truc, les gens disent j'adore cette crème, blablabla. Donc, est-ce que vous voulez créer cette communauté d'acheteurs ou est-ce que vous voulez attirer des gens qui cherchent exactement ce que vous faites? Et dans ce cas, c'est le SEO. Et ça, c'est vrai que, alors, bien sûr, le SEO est essentiel quand on a un e-commerce, mais sur de la prestation de service, c'est vraiment super important d'être sur Google parce que c'est quand même le canal par lequel on a le plus de prospects, en fait, qui sont dans la recherche de prestataires. Donc, vous vous posez ces 3 questions et vous y répondez, vous datez votre document et puis vous y reviendrez pour voir ce qui a évolué, comment ça a évolué. Mais normalement, vous devriez à peu près savoir sur quoi vous voulez travailler. Vous devez travailler en priorité. Mais bon, vous l'avez compris, la vraie bonne réponse, c'est pas est-ce que je dois choisir? Et c'est bien pour ça que j'avais bien mis quoi prioriser. C'est qu'il va falloir en faire un, puis l'autre. Donc ça peut commencer par le SEO, ça peut commencer par les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, il va falloir avoir d'abord l'un, puis l'autre, et puis gérer les deux dans la phase 3, quoi. Ça va être super important de ne pas laisser tomber. Donc pour moi, ce que vous devez faire, je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est vous dire, aujourd'hui, choisis un canal prioritaire, parce que par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, vous vous reconnaissez dans l'un de ces canaux. Et vous vous dites, je vais vraiment travailler là-dessus en priorité. Ça veut dire que sur le tiers de mon temps de travail que je consacre à ma boîte, on va en garder 20% parce qu'il faut quand même faire ses devis, ses factures, ses déclarations. Il y a 80% du temps que je vais passer sur ce canal-là. Ça va être mon canal d'acquisition principal. Vous allez vous choisir ensuite un canal secondaire. Et j'ai dit ensuite. Ça veut dire qu'il faut d'abord être super à l'aise sur le premier, avoir consolidé votre SEO ou alors avoir commencé à initier une bonne communauté, il faut pour les réseaux arriver à un endroit où si vous réduisez un peu la cadence, vous n'allez pas trop perdre en visibilité et vous allez continuer de maintenir cette visibilité-là. Donc ça peut être, j'ai un site vitrine, j'ai bien fait le taf sur le SEO, mais je ne me lance pas dans un blog tout de suite. Je rafraîchis un petit peu mes pages de temps en temps. J'essaye d'obtenir des liens depuis des annuaires, depuis des partenaires, depuis de la presse, etc. Je maintiens le minimum de SEO sur mon site. Mais je me mets à fond sur les réseaux et ça reste mon canal principal d'acquisition. Ou l'inverse. Je bosse mon SEO, je fais du contenu de blog régulièrement. J'ai une grosse stratégie d'acquisition de liens, de backlink pour mon site. Mais quand même, je suis un peu présent sur un réseau social. J'y vais toutes les semaines, je produis au moins un contenu, j'interagis sur les contenus des autres, histoire d'être un petit peu visible quand même. Et que quand je sors un petit post, il ait un peu de retentissement au moins. Et donc je vous ai mis, et ça c'est vraiment la clé de toutes les bonnes stratégies, c'est de réévaluer régulièrement. Donc vous mettez en place un système de veille pour voir les effets de ce que vous avez fait. Donc ceux qui sont en formation, vous travaillez sur les indicateurs de performance d'un site web par exemple. Ça va être le trafic global, le trafic par page, par quels mots-clés les gens entrent depuis Google sur votre site, par quel biais ils rentrent sur votre site, est-ce qu'ils rentrent depuis Google ou des réseaux sociaux, etc. Et vous allez avoir des indicateurs, des KPI propres aux réseaux sociaux, combien vous avez gagné d'abonnés, à partir de quel poste, est-ce qu'il y a eu du clic vers votre profil, est-ce qu'il y a eu du clic vers le lien de votre site que vous avez inséré, est-ce qu'il y a eu du partage en story de ce que vous faites, est-ce qu'il y a eu des commentaires, donc vous avez le taux d'engagement à calculer. Donc vous voyez, oui, il y a des KPI qui sont différents selon le canal, mais il faut avoir une organisation claire pour que vous puissiez suivre les effets. Et tous les 3 mois, vous vous mettez un peu à la table de travail
Alors ça peut être un petit peu plus rapproché, une fréquence un peu plus courte quand on est sur les réseaux. Et vous y allez et vous regardez vraiment et vous analysez. Ce post, il n'a pas du tout marché, celui-là, oui, etc. Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce que cette page transactionnelle, elle génère du clic? Est-ce que j'ai reçu des demandes de rendez-vous derrière ou des demandes de devis? Est-ce que cet article de blog, il performe? Finalement, j'ai beaucoup de trafic depuis cet article, mais après, ils ne cliquent pas sur l'article que je leur suggère numéro 2, qui pourtant les ferait avancer dans mon tunnel de vente. Donc voilà, il faut essayer d'analyser tout ça. Et une bonne stratégie, c'est une stratégie qu'on remet à l'ouvrage. Donc n'hésitez pas à aller vérifier et ajuster vos décisions. C'est pas honteux, c'est pas linéaire. Une stratégie, c'est plutôt comme une spirale. Du coup, un petit plan d'action pour vous aider. Donc, vous pourriez vous dire, je me donne 2 jours pour bien identifier à quel stade je me trouve, en vous aidant de cette rencontre, par exemple. Et je réfléchis et je me projette dans la décision que je vais prendre. Est-ce que je me sens de tout miser sur les réseaux? Est-ce que je me sens de me mettre enfin à optimiser mon site web? Quand vous êtes bien au clair avec ça, vous dites, bon, j'ai choisi les réseaux, mais quel canal exactement? Quel réseau social? Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est le bon choix? Vous devez le questionner. Allez voir s'il y a des concurrents dessus, si ce n'est pas un réseau qu'ils ont abandonné en cours de route. On a vu ça avec une élève récemment. Des fois, on se dit, bah ouais, il faut que je sois sur tel réseau, voilà les concurrents. Puis on se rend compte que les concurrents, en fait, ça fait 6 mois qu'ils ne postent plus rien. Donc ils ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Est-ce que le réseau ne leur plaisait pas ou est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité pour ce segment-là? Ça peut être ça. Donc essayez de vérifier que vous choisissez le bon endroit. Ensuite, créer un premier contenu justement, ou une semaine de contenu. Et aller un petit peu dans le soin, c'est-à-dire vérifier que votre contenu, il est en lien avec un de vos piliers éditoriaux, donc vos domaines d'expertise. Par exemple, pour clarifier, en tant que formatrice Pragma, je vais avoir un contenu, un pilier qui va être éducatif autour de la stratégie digitale, le SEO. Donc je peux faire des contenus éducatifs dans ces domaines-là. Je vais avoir un pilier plutôt reconversion, puisque je touche des gens qui sont en reconversion, donc on va dire les enseignants, le cheminement de la reconversion vers l'entrepreneuriat. Et puis je peux avoir un pilier aussi plus coulisses business. Qu'est-ce que je fais? C'est qui mes clients? Qu'est-ce que j'ai réussi avec eux? Qu'est-ce que j'ai raté avec eux? Vous voyez, c'est ça des piliers édito. Donc choisissez un pilier, choisissez un persona et ensuite réfléchissez au message principal que vous voulez véhiculer à travers votre contenu. Donc ça, les élèves, vous avez un replay sur un atelier pour vous aider à travailler sur ce tunnel de vente par le contenu, que si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller voir avant de vous lancer. Et puis donc, bien sûr, il faut le publier, c'est parti. Et puis, vous regardez les retours. Donc, sur les réseaux, vous aurez des retours dans les quelques heures. Sur le SEO, vous avez compris qu'il fallait un peu plus de recul. Et vous notez tout ça pour pouvoir analyser et vous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et puis, essayez de comprendre les causes du ça ne marche pas. Donc là, l'idée, c'est de vous rappeler, alors, vous êtes convaincus pour la plupart parce que vous êtes en partie élève dans la formation, mais même à l'échelle de la communauté Pragma, l'idée, c'est de vous aider, puisque je vous parle beaucoup de stratégie digitale, on parle de stratégie du coup multicanal, et ça peut donner un peu le vertige. On peut se sentir un peu dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Donc l'idée, c'est de vous aider justement à choisir cette dose d'effort que vous devez faire. Évidemment, vous comprenez pourquoi j'insiste beaucoup sur le SEO et pourquoi c'est la clé en fait. C'est la clé de votre sérénité future parce que c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est un commercial automatique pour vous. Donc, préparez bien votre SEO. J'essaye de vous donner les meilleurs conseils
vous montrer que c'est pas si technique que ça, mais vous alerter quand même sur le sérieux de la chose, quoi. Et donc, à travers les petits guides que j'ai faits pour les visiteurs, on n'est pas encore à ce stade-là, mais j'en ferai sur le SEO. J'aimerais que vous reteniez que oui, c'est technique, mais c'est à votre portée. Oui, ça peut paraître assez intuitif. Il y a des gens qui vont plus facilement que d'autres entrer dans l'esprit du SEO, mais ça demande quand même beaucoup de travail, et donc c'est quelque chose qui doit vous occuper vraiment. Et l'idée, quand on prépare tout ça, c'est que quand vous soyez certifié de la formation, quand vous avez préparé votre site et que tout votre positionnement, votre branding est prêt, bah, vous avez normalement le temps de vous occuper de vos réseaux sociaux et d'en faire une caisse de résonance pour tout ce que vous avez préparé en amont. Donc, du coup, pour les personnes qui viennent de se lancer, faites aussi confiance au travail que vous avez fait à travers votre parcours Pragma. Faites confiance à votre site. Quand il sera en ligne, il va avoir des effets et vous avez déjà gagné beaucoup de temps sur tous vos concurrents. Donc, vous avez le temps de vous intéresser maintenant à vos réseaux sociaux. Sur la base des petites pistes qu'on a travaillées ensemble, vous êtes capable. Et donc, pour celles qui connaissent moins la formation, donc Pragma, c'est une formation qui est complète. L'idée, c'est de partir de votre entreprise et de vous aider à structurer, certes, votre stratégie de com, mais votre activité elle-même. Quelle est l'offre que je vends, à qui, combien je la vends et comment je la vends. Mais c'est aussi une communauté, donc vous avez vu que vous êtes quand même assez nombreux maintenant. N'hésitez pas à inviter vos copains et vos copines sur le Discord. Vous pouvez partager le lien d'inscription, ça serait chouette. Celles qui ne l'ont pas fait, vous pouvez vous présenter aussi dans la galerie des visiteurs. On y fait des lives comme celui-là. Il y en a en gros au moins une fois par mois. Certains mois, il y en aura plus. Là, au mois de mars, on va se revoir. Je vais vous en parler un petit peu juste après. On va se revoir une deuxième fois. Et donc, on peut aborder tout type de sujets. Si vous avez des problématiques, vous pouvez me les partager. Je serai ravie d'en tenir compte pour la programmation. Puis ça me fera des idées. Vous me ferez gagner du temps sur mon calendrier édito. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de vous offrir un accompagnement qui est personnalisé. Bien sûr, plus pour les élèves, mais aussi pour les non-élèves. À travers les guides, quand vous y répondez aux petits exercices, je vous réponds avec grand plaisir personnellement. Donc tout ça pour conclure par le fait que on est en mars, le printemps arrive, donc les inscriptions vont réouvrir. Du coup, ça se passera le 23 mars. Cette fois-ci, j'ouvre que 8 places. J'ai mis 2 par parcours, mais ça restera assez flexible, je pense. Donc, si vous n'êtes pas encore élève, que vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter. Et si vous êtes élève, vous pouvez faire passer le message autour de vous, puisqu'on a quand même l'occasion d'avoir 8 nouveaux élèves avec nous. Donc, si vous avez dans votre entourage des enseignants, ou au moins des gens qui maîtrisent super bien l'orthographe, parce que vous savez que je ne vais pas vous former à ça. Et c'est disons, le seul prérequis pour entrer dans Pragma. Vous pouvez leur parler de la formation parce que je les attends pour la suite de l'aventure. Je vous remercie d'avoir été présent en nombre aujourd'hui pour cette rencontre. Je vous remercie pour vos petits messages. Et puis, je vous annonce que du coup, la prochaine rencontre, ce sera, alors pas sans moi, je serai là, mais c'est pas moi qui vais prendre la parole. Vous allez avoir une discussion croisée entre Julien et Camille. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, Julien, c'est mon mari, pour ne rien vous cacher, mais aussi mon partenaire au travail. Il est développeur web, il a créé 84, qui est notre agence web écologique. Et il apporte toute son assistance technique et graphique sur Pragma. Donc c'est lui qui fait vos sites web, vos identités visuelles. C'est lui aussi qui gère les SAV Discord. Donc voilà pour en quelques mots Julien. Et Camille, c'est Camille Gillet, donc, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, qui est une storytelleuse qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu.
et qui a inclus dans la formation 2 modules autour du storytelling. Donc, elle vous aide. Ah bah en plus, tu as le livre, génial, voilà, merci. Elle vous accompagne dans la création de votre récit de marque. Et elle corrige votre page à propos, puisque l'exercice est bien plus proche du storytelling que du SEO. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont dégommer des communications d'entreprise et ils vont montrer les bonnes pratiques. Donc, ça risque, à mon avis, d'être une petite boucherie, mais c'est quand même pas mal parce que vous allez voir des mauvais exemples et des bons exemples. Et je pense que ça peut vous aider aussi à affiner votre propre communication et à pas tomber dans des travers ou des clichés qui pourraient finalement être assez néfastes à long terme pour votre entreprise. Parce qu'avant de choisir les réseaux sociaux ou le SEO, il faut être solide sur sa marque, il faut être solide dans son design de marque et c'est un petit peu sur ça qu'on parlera. Donc c'est vraiment une immense chance d'avoir ces 2 individus là qui sont experts dans leur domaine qui vont venir en parler. Donc j'en parlerai dans ma newsletter sur les réseaux et tout, mais venez assister à ce live et puis parlez-en aussi autour de vous. Je suis sûre que vraiment il y a énormément de personnes à qui ça serait très très bénéfique d'y assister. Et puis bon, vous verrez, ils ont leur petite touche personnelle qui fait la différence. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Encore merci à tous d'avoir été présents.